Bonjour à tous. Donc je m'appelle Ismaël Goulani, donc fondateur et CTO de Modeo. Donc là, on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est hyper important et que Paul a réussi brillamment à mettre en place chez Nickel, qui est le fait de pouvoir rendre autonomes les équipes data. Donc je laisse Paul se présenter et on va attaquer le sujet. Ouais, merci Ismaël, merci de l'invitation. Donc, je suis Paul, je suis responsable de la data chez Nickel. Nickel, on est une fintech. On permet d'ouvrir des comptes courants dans les bureaux de tabac. On a ouvert 4 millions de comptes en 11 ans à peu près. On est principalement en France, mais on est aussi en Espagne, en Belgique, en Portugal et en Allemagne. Top. Et pour faire simple, Modeo, on est une boîte de conseil spécialisée en data engineering. On est une vingtaine à Paris et on est vraiment spécialisé dans la mise en place de data platform avec la moderne data stack. Voilà. Et Paul, est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de ton contexte initial? Quand est-ce que tu as rejoint Nickel? C'était quoi tes problématiques de départ? Et qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir rendre les équipes autonomes? Ouais. Et ben, effectivement, je suis arrivé il y a 6 ans chez Nickel. Il y a 6 ans, on avait 1 million de clients, on est passé à 4 millions aujourd'hui. On avait 300 employés, on a 800 employés aujourd'hui. Et on avait 3 personnes qui faisaient de la data dans une équipe centrale. Aujourd'hui, on est 40 à faire de la data sur 800. Et donc, du coup, quand je suis arrivé, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient en place. Il y avait une équipe data centrale, donc je suis arrivé pour la diriger. Et il y avait énormément de choses qu'ils avaient faites. Ils avaient une data platform sur BigQuery et ils étaient capables de répondre de façon très efficace à n'importe quelle demande de n'importe qui dans la boîte, n'importe quelle demande data de n'importe qui dans la boîte. Et, euh, et ça a marché très très bien jusqu'à un moment où la boîte est devenue a grossi et ils sont devenus un goulot d'étranglement et ils se sont retrouvés petit à petit à se retrouver comme un service qui de support qui dépilait des tickets qu'on leur donnait pour de demandes data pour remplir ces demandes data. Ce qui leur plaisait pas. Ça devenait à la fois un goulot d'étranglement et à la fois c'était pas très excitant pour les 3 data scientists qui étaient là. Super intéressant. Donc là, tout à l'heure, tu parlais d'équipe data centrale. Et c'est quoi l'opposition par rapport à ça? C'est quoi les différents types d'équipes qu'on peut avoir typiquement? Bah, au vu de ce goulot d'étranglement qui était en train de se créer, bah, j'ai décidé de changer, de transformer l'organisation. Et on a fait un pari. On a fait un pari de recruter des data analystes directement dans les équipes métiers Ok. pour que les équipes métiers soient capables potentiellement de tout faire sur la data directement chez eux. Donc, on a commencé à recruter un premier data analyst dans une équipe. Et ça a été tout de suite une révolution parce que à l'époque, nous, on était un goulot d'étranglement, on travaillait plutôt en mode ticket. Et tout d'un coup, Ok. les gars, ils se sont mis à avoir une personne dédiée qui était directement dans leur équipe, au contact des métiers, qui n'était pas juste en réactif, mais qui pouvait proactivement comprendre quels étaient les problèmes de l'équipe et de façon proactive, donc, apporter beaucoup plus à la data. Je donne un exemple. Euh, C'était une équipe qui s'occupe du back-office, qui faisait des investigations de lutte contre le blanchiment d'argent sur les clients, quand on avait des suspicions qui étaient levées. Et cette équipe avait non seulement un besoin de suivi de son activité, donc ce gars-là qui est arrivé a permis de mettre des dashboards de suivi et de l'activité qui a été déjà un super gain. On l'avait anticipé. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est que tout de suite, il a pu créer un dashboard qui a été utilisé comme un moteur de recherche dans les données par les analystes qui faisaient des investigations. Et donc, finalement, ce dashboard, c'est un véritable moteur de recherche pour eux, un véritable produit, moteur de recherche dans les données, qui leur permettait d'aller beaucoup plus vite dans leurs investigations. Et donc, ça a confirmé cette envie de mettre des personnes le plus proches des métiers Ok. pour non plus être en réactif, mais vraiment être en proactif et répondre vraiment aux problèmes cœur des équipes. Et c'est suite à ce succès, finalement, qu'on a recruté un deuxième data analyst dans une autre équipe au marketing, puis on en a recruté un troisième, etc. Et finalement, on en a 25 sur les 40. D'accord. Donc là, il y a 25 data analystes qui travaillent dans combien d'équipes à peu près? Dans une dizaine d'équipes. Donc, en fait, ouais, ça fait deux data analysts et demi par équipe. Ils sont entre 1 et 5 en fonction des équipes. Il y a des équipes où ils sont assez nombreux quand il y a des algos de lutte contre le blanchiment ou de lutte contre la fraude, par exemple. Il y a des équipes où c'est un peu moins nombreux quand elles sont plus petites. Et effectivement, notre modèle aujourd'hui, c'est que les data analysts ils soient capables de tout faire sur la data dans les équipes. Notre modèle, c'est que les data analysts, ce sont eux qui ingèrent les données, qui les transforment
ils sont responsables, ils les exposent aux autres dans un portail, ils les documentent, ils les testent, ils génèrent leur dashboard de suivi d'activité, leur dashboard cœur de suivi d'activité. Ils vont faire des analyses pour identifier des points de friction dans les parcours ou dans les process et pour les améliorer. Et puis, ils vont déployer des algos, que ce soit du batch ou du machine learning, que ce soit du temps réel ou que ce soit du... Pardon, que ce soit du batch ou du temps réel ou que ce soit du machine learning ou de la règle de métier. Ce sont eux qui vont déployer les algos. Ah Notre oui, but, ouais. ouais, C'est 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 la des façon super. dont on fonctionne, c'est ça. C'est les Ouais. data analysts sont full stack, sont capables de tout faire. Et on a une équipe centrale dans l'objectif et de leur fournir des outils pour être capable de tout faire et de façon efficace et très rapide, juste via de la configuration. Et le deuxième objectif, c'est de forger un sentiment fort de communauté parmi tous ces data analysts qui sont éclatés partout, pour que, bien qu'ils soient éclatés partout, il y a vraiment un sentiment d'appartenance à un même groupe, et pour faire en sorte que le travail de chacun puisse profiter à tous. D'accord, hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel data analyst peut lancer un algo de recommandation de façon autonome sans que on ait à se poser des questions sur la qualité. C'est ce que tu veux dire? Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, on a créé des applications web et des moteurs de calcul configurables dans l'équipe data centrale que je dirige, Ok, qui leur permet de configurer des algos sur différentes thématiques. Les algos de lutte contre le blanchiment d'argent, les algos de lutte contre la fraude, on en a parlé. Par exemple, au moment où il y a un paiement, il faut qu'on soit capable de scorer ce paiement en 50 millisecondes grâce à des algos de machine learning. Ça, c'est des data analysts qui sont capables de le configurer dans une app qu'on a développée. ok, Ils vont être capables de configurer l'envoi de notifications temps réel sur n'importe quel événement. Donc, sur n'importe quel événement qui se passe dans l'entreprise, qui est dans un Kafka ou dans un PubSub, ou qui est reçu sur une API, ils sont capables d'envoyer, de faire des calculs de comportement en temps réel et en fonction de ça, d'envoyer une communication personnalisée au client qui a généré cet événement, par exemple. Et donc, on permet aussi de faire de la personnalisation de contenu dans un certain encart dans l'application mobile, faire des exports de données réglementaires. On a tout un ensemble de cas d'usage en fait, qui sont bien définis, dans lesquels on a des applications et dans lesquels ils ont juste de la config à faire pour répondre à tous ces cas d'usage. ok. Et quand tu dis config, enfin, non, c'est via des YAML, c'est via une interface web dans laquelle tu rends des paramètres. Et finalement, ça pourrait être du YAML, finalement, c'est une interface web, mais c'est de la config. Quand on fait un algo batch, par exemple, pour envoyer des notifications, des emails à des clients, finalement, on a une requête SQL qui permet de faire le ciblage. Ok, Et après ça, on a le cron, l'heure à laquelle la requête va tourner. On va avoir donc le résultat du ciblage de ma requête SQL, ça va me donner une ligne par client à contacter, et ça va me donner différentes colonnes, qui sont les paramètres de personnalisation de mon contenu que j'ai envie d'envoyer. Et puis, on va avoir un HTML à trous du template de l'email à envoyer qui va être rempli par ces paramètres. Donc, au final, donc, ce qu'on voit, c'est que l'envoi d'une campagne email, c'est donc un cron, une requête SQL de ciblage, un template de HTML. Je simplifie, mais il y a différents attributs en plus. Donc, finalement, c'est comme ça que ça se fait juste via de la config. Ça pourrait tout à fait être un YAML. Chez nous, on a choisi de faire une interface web. Mais ça ok, revient au même. C'est un formulaire avec des champs et on remplit ces champs. ok, très clair. Et je vais revenir rapidement sur l'organisation dont tu parles. C'est que toi, tu as décidé d'avoir une équipe centrale qui conçoit le socle technique et plein de data analysts dans les différentes équipes. Ouais. Voilà, c'est pas en opposition, mais je sais qu'il y a d'autres boîtes qui elles, vont vraiment appliquer le principe du data mesh à la lettre, dans le sens où elles vont avoir dans différentes équipes, on va avoir à la fois un data scientist, un data analyst et un data engineer, par exemple. Et comment est-ce que qu'est-ce que tu en penses déjà de cette organisation et c'est quoi l'avantage pour toi d'avoir le data analyst qui sait tout faire versus l'équipe avec les différentes personnes de la data, globalement. Très bonne question. Je vais étendre un tout petit peu ta question. On pourrait comparer effectivement l'équipe avec plusieurs profils dans chaque équipe, c'est tel que tu le dis. Donc, data 1, data scientist, ML engineer, data analyst dans chaque équipe. L'organisation qu'on a chez nous, on a un data analyst ou plusieurs data analysts dans chaque équipe, ou il peut y avoir un troisième type d'organisation où tout est centralisé. L'avantage de... En fait, l'avantage de créer...
Ce à quoi je crois, c'est que ça a un énorme avantage de créer une plateforme configurable, standardisée, qui permet aux gens d'être autonomes dans cette plateforme. Et construire cette plateforme qui soit la même pour tous. En fait, quand on crée un outil qui permet d'envoyer des notifications en temps réel, des communications en temps réel au client qui est configurable, et qu'on permet à tout le monde de le faire, ça permet d'aller très vite pour configurer une nouvelle notification. Non seulement on n'a pas besoin de data ingé effectivement dans chaque équipe pour pouvoir envoyer une notification, mais en plus ça permet très vite de le faire, il y a juste de la config. Ok. En fait, le fait de faire ça nous permet d'avoir... Je disais qu'on a une quinzaine en équipe data centrale, peut-être que je pourrais préciser comment on est, ça nous permet d'avoir assez peu de profils de data ingé. Finalement, sur les 40 personnes qui font de la data et sur les 200 utilisateurs BigQuery qu'on a, on a un profil de data ingé à proprement parler qui va développer des applications d'ingestion, de transformation, d'export et de portail de données. Il développe toutes ces applications-là pour que les data analystes soient autonomes. Et il va en plus être en charge de faire toutes les ingestions custom ou tous les exports custom qui ne sont pas couverts par ces outils. Donc on voit que sur 200 utilisateurs BigQuery et 40 data analystes, on a une seule personne qui fait ça. Et donc, donc au final, ça permet du coup, selon moi, du coup d'avoir besoin de moins de monde, de créer ces apps et de donner le pouvoir aux data analystes. Il y a des désavantages, c'est que comme les data analystes font tout chez nous, bah, potentiellement ils passent moins de temps à faire, de façon sûre, ils passent moins de temps à faire des analyses. Ouais. Donc à la fois ils ne dépendent pas d'un goulot d'étranglement parce qu'ils ne dépendent pas d'un data eng ou d'un analytics engineer pour ingérer les données et pour les transformer, et à la fois il est responsable de bout en bout, mais à la fois du coup ils passent moins de temps à faire des analyses. Donc potentiellement ça veut dire que ça pourrait ne pas convenir à certains data analysts par exemple. Donc c'est clairement un désavantage. Maintenant, si on compare entre l'équipe centralisée et l'équipe avec des gens qui sont éclatés comme chez nous, avec une organisation hybride, je remarque que beaucoup de personnes ont fait le choix comme nous de rendre autonomes des data analysts pour faire des modèles DBT par exemple, mais qui reviennent en arrière. Et que pourquoi ça? Parce que les data analysts se sont mis à créer des modèles DBT dans tous les sens au gré de leurs analyses qu'ils ont eu besoin de faire. Et comme c'est toujours plus simple de repartir from scratch que de modifier de l'existant, ils se sont mis à créer une accumulation de modèles redondants au gré de chacune des analyses qu'ils devaient faire. Et au final, certaines personnes reviennent en arrière avec de l'analytics engineer qui est refait en centrale pour garantir un socle homogène, uniforme et rationnel des transformations de données qui sont faites. Donc ça pourrait être vu comme un défaut aussi de l'organisation avec des data analystes qui font tout, qui sont externalisés. Moi, je vois ça comme un challenge et comme un défi, mais je pense que le modèle, il reste viable dans la mesure où on a une équipe centrale qui est capable d'animer la communauté pour se définir des règles et qui est capable de s'assurer que les modélisations des données ne deviennent pas n'importe quoi. Donc, en équipe data centrale, on a 2 analytics engineers dont l'objectif n'est pas de faire les transformations, dont l'objectif est d'accompagner la communauté pour faire les meilleures transformations et que tout soit organisé dans chaque équipe de la même façon. Ce que je disais, c'est que les data analysts, quand j'ai démarré, les data analysts sont responsables de leurs données. C'est-à-dire que on a un unique projet Git, mais chaque équipe va avoir un dossier dans Git avec tous ces modèles de données. Et ce que les analytics engineers vont pousser, c'est que l'organisation des données dans chaque dossier de chaque équipe est faite exactement de la même façon. D'accord. Donc, qu'on puisse s'y retrouver qu'on puisse s'y retrouver. Ils vont donner des exigences aussi sur tous les layers de transformation qu'on a. Sur staging, intermédiaire et Mart, on va avoir des exigences qui vont être poussées par les analytics engineers. C'est pas forcément du top-down, c'est-à-dire c'est pas les analytics engineers qui seraient les dictateurs et qui dicteraient ce qu'il faudrait faire. C'est plutôt des animateurs de la communauté des data analystes qui vont faire en sorte que la communauté prenne des décisions de meilleures pratiques. Hyper intéressant, mais non, moi j'ai une question par rapport à ça, parce qu'il y a quand même 40 data analystes,
pour 2 analytics engineers et vous avez un Ouais, review central. Donc ça veut dire quoi? Qui fait les reviews? C'est l'équipe centrale? ouais. Et Alors, pardon, c'est effectivement 25 data analysts pour 2 analytics engineers et un data eng. Qui fait les reviews? En fait, ça dépend de la maturité et de la seniorité, pardon, des data analysts. En fait, quand on a démarré, uniquement l'analytics engineer en centrale faisait les reviews des modèles DBT. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'est étendu, et au fur et à mesure qu'on a eu des data analysts seniors, les data analysts seniors gagnent le droit, en fait, de merger les merge requests. Donc, en fait, dans chaque équipe, il peut y avoir des juniors et des plus seniors, et ce sont les seniors qui vont merger. Si dans une équipe, il n'y a pas de seniors, et ben c'est l'analytics engineer central qui va merger. En fait. d'accord. Et donc, ce qui est intéressant avec le modèle aussi qu'on a, l'unique projet Git avec un dossier par équipe, c'est que du coup, tout le monde a de la visibilité sur les transformations de tout le monde et sur les données de tout le monde. Tout le monde peut contribuer sur les données des autres. Notamment, si j'ai besoin de. Si je travaille sur l'expérience client sur l'application mobile, mais que j'ai besoin d'avoir des données sur la transaction bancaire, que j'ai envie de contribuer sur le modèle de transaction bancaire de l'équipe qui s'occupe de ça, et ben, je peux quand même faire une demande de contribution sur Git sur ces modèles-là, qui sera validée par les responsables de ces données. Ouais, Et, et effectivement, non pas par et non pas par l'analytics ingénieur central. effectivement, mais il y a toujours ce débat de monorepo vs multi-repo là. Mais le fait d'avoir quand même beaucoup de contributeurs dans un seul repo, ça crée pas justement des goulots d'étranglement, enfin des problèmes de conflit à gauche à droite? Pas trop, non, parce que comme les rôles et responsabilités de chaque fichier est bien défini, il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y a pas trop de personnes qui modifient les choses en même temps. Et puis, on a une logique à la data chez Nickel qui est importante, qui est le trunk-based development, c'est-à-dire que on va essayer de merger le plus vite possible chaque changement qu'on fait, et ne pas laisser les merge requests ouverts pendant longtemps. Et Ok. donc, ça fait que non, on n'a pas ce problème-là trop de conflit. Je pense que à notre échelle, 25 data analysts, le monorepo fonctionne très bien, sachant qu'effectivement, chaque équipe est responsable de son sous-dossier dans ce monorepo. Je pense qu'évidemment, si on était 200 data analystes, ça ne marcherait pas. Ok, ok, donc il y a quand même une limite à cette organisation, quand même. Bon, en tout cas, la question pourrait se Ouais, poser. ouais. Parce que si t'es Ce une ce grosse. que j'ai- ce qui est intéressant, je trouve, avec l'organisation, si je compare là, ce que tu disais, c'est effectivement si on doublait le nombre d'équipes qu'on avait chez Nickel, on n'aurait aucun problème sur l'organisation telle qu'elle est faite, avec les data analysts qui dépendent de personne et qui sont capables de tout faire et Ok, qui sont capables d'ingérer, transformer, documenter, enfin qui sont en full stack. Le fait que les data analysts soient full stack, c'est vraiment un avantage parce que ça permet de scaler l'organisation sans aucun problème. On ne ouais, dépend pas ouais. d'un point central qui ou validerait ou devrait faire des développements, des ingestions ou des transformations pour le data analyst qui va travailler. Ça, c'est... Effectivement, ouais, effectivement. Donc, clairement, enfin, toi, ton approche, c'est vraiment faire du platform engineering un peu avec la mise en place d'outils et derrière tout, enfin, les analyses sont autonomes. Mais est-ce que les équipes métiers, par exemple, aussi sont amenées à faire des requêtes potentiellement? Enfin, Alors, c'est une bonne question, ça. C'est pas quelque chose qu'on a cherché, que je cherchais au démarrage, mais c'est quelque chose qui est arrivé assez naturellement. ok, En fait, on s'est rendu compte que les data analysts qui étaient recrutés dans les équipes, eh ben, ils diffusaient assez vite et l'envie d'utiliser les données, les compétences de la donnée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, on est 40 à faire de la data, mais il y a 200 utilisateurs de BigQuery actifs par mois. Il y a 200 d'accord. personnes qui font soit des requêtes SQL dans la console BigQuery, soit des dashboards Looker Studio qui créent des dashboards Looker Studio sur BigQuery par mois. Et ça s'est fait de façon assez naturelle. Et effectivement, c'est assez, euh, c'est assez intéressant et assez gratifiant de voir des PO qui sont capables de se challenger les uns les autres en allant sélectionner les données, en allant chercher dans les données au moment où l'autre fait une présentation. Ah, c'est hyper intéressant ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, une volonté de faire de la formation en interne, enfin, sur les sujets data, enfin, faire du SQL, etc. Donc, comment est-ce que tu gères ça aujourd'hui? Non, je suis nickel. Et ben effectivement, au début, ça s'est fait un peu par accident, c'est-à-dire qu'il y a un des data analysts qu'on a recruté, le deuxième, qui a lancé ça. Il s'est dit que tout le monde dans son équipe devait savoir faire du SQL, savoir faire des dashboards. Et au final, du coup, on l'a uniformisé
on fait en sorte de pousser à ce que les data analystes de chaque équipe forment leurs équipes. Et en plus de ça, on a une fois par an, on fait une formation à tous ceux qui veulent. Donc, Ok. on peut avoir une centaine de personnes qui s'inscrivent sur 800 pour avoir du SQL ou du dashboarding. Ok. Et il y a Joseph qui pose une question. On n'a peut-être pas parlé de la stack de Nickel. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement aujourd'hui c'est quoi votre stack de bout en bout? Oui, alors l'infra, elle est infogérée dans un hébergeur classique. Et puis la data, on est intégralement sur Google Cloud. Donc on va avoir BigQuery pour toute la partie data warehouse. On va faire beaucoup de serverless, du Cloud Run avec principalement du Cloud Run pour gérer les ingestions, pour gérer avec des Cloud Run jobs, pour gérer les ingestions, les lancer des PT ou avoir des API qui vont potentiellement scorer des paiements, comme je disais tout à l'heure. Donc on a beaucoup de Cloud Run. Pour toute la partie temps réel, on utilise Bigtable en base de données temps réel. D'accord. Ok. Voilà. Joseph, j'espère que c'est clair. Ces choses particulières, c'est effectivement, on n'a pas d'orchestrateur chez nous. Ouais. On a le seul on a donc des applications web dont je parlais qui vont permettre de configurer des algos. Et puis, dans une configuration web, je parlais tout à l'heure d'envoi de communication email à un client, on va avoir un cron. En fait, au moment où je vais sauver un cron dans une des configurations web, ça va enregistrer la configuration d'un cloud scheduler pour lancer l'algo de façon périodique. Donc, au Ok. final, en termes on a soit du traitement en temps réel et de l'ingestion en temps réel, soit on a du batch. Et quand on a du batch, en fait, on a des jobs qui travaillent la nuit, qui font de l'ingestion, des jobs qui travaillent le matin, qui font de la transfo, et on a des jobs qui travaillent toute la journée, qui font de l'activation. D'accord. Donc, Mais chaque job est indépendant. ok. Donc, il n'y a pas de chaînage entre les différents. Il n'y a aucun chaînage. Le chaînage, il se fait il y en a beaucoup au niveau de la transfo, mais c'est DBT qui le gère. Ok, intéressant. Il y a une autre question. Pour rebondir sur la question de Joseph, 200 utilisateurs qui utilisent BigQuery, c'est sous forme d'une orga data mesh ou bien un projet centralisé? Chez nous, on est parti avec un unique projet BigQuery. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. En fait, on n'a pas trop réfléchi quand on a démarré et puis on a grossi au fur et à mesure. Les inconvénients qu'on a, c'est qu'on atteint les slots de 2000 slots du quota par projet du on-demand. Les avantages qu'on a, c'est que c'est hyper facile à gérer. Et ça ne pose pas du tout de questions ou de problèmes sur la partie gestion des coûts ou quoi, parce qu'on est capable de voir justement le coût de chaque utilisateur ou de chaque compte de service assez facilement. Et on est capable de gérer les permissions aussi au niveau de Google Group. Donc, Ok. Alors, une autre question encore de Mathieu. Comment est-ce que vous faites sans orchestrateur pour tout ce qui est monitoring observabilité? eh bien, on va avoir, en termes de monitoring et observabilité, ça peut arriver à différents niveaux. Dashboard, on a un dashboard unique data ing. On travaille beaucoup avec les dashboards uniques chez nous. C'est-à-dire que chaque équipe, on essaie de faire en sorte qu'elle ait un unique dashboard pour exposer ses chiffres aux autres. Ouais. On pense que c'est très important pour qu'il y ait un unique point d'entrée pour qu'on soit capable de trouver les chiffres assez facilement. Donc, l'équipe de core banking, on est capable très vite de trouver ces chiffres. Nous aussi, en termes de data ing, on a un unique dashboard sur lequel, on a une page pour chacun de nos process et on se définit des indicateurs de niveau de service pour chacun des process. Donc, ça correspond à une scorecard. Et puis, avec des évolutions de symétriques, avec du rouge et du vert. Et ça nous permet assez facilement de suivre le statut de chacun des jobs qu'on a. Comme tout est dans BigQuery, c'est assez facile de créer des dashboards dessus. En plus de ça, on a quand même pas mal de jobs qui tournent sur Cloud Run, que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent déclencher des erreurs dans l'error reporting quand il y a des choses qui ne sont pas prévues. Ça déclenche on a à la fois, en fait, on utilise la stack de GCP, donc on a à la fois de l'error reporting de GCP, toute la partie log de GCP. On envoie des alertes en temps réel sur Slack. Voilà, à chaque fois qu'il y a des alertes. On n'a pas tant de sujets que ça. Quand il y a un problème sur un modèle DBT, par exemple, on va recevoir une alerte sur Google Chat. J'imagine aussi le fait d'avoir du monorepo avec DBT, c'est que pour le lineage, c'est plus simple. Ah bah, c'est clair. Ouais. C'est plus simple et effectivement, c'est qu'il y a pas mal de soucis dans pas mal d'équipes.
le fait d'avoir beaucoup de projets DBT, après, il faut qui utilisent des fois la même source. Il faut réussir à curligner, c'est pas simple. En fait, on n'avait pas trop réfléchi sur cette partie monorepo. En vrai, si c'était à refaire, on le referait peut-être. Il y a un truc qu'on ferait peut-être différemment, c'est qu'on distinguerait, on aurait probablement un projet pour les utilisateurs finaux, individuels, je veux dire, et un projet pour faire la requête sur les comptes de service, probablement. Ce qui nous permettrait de gérer des systèmes de quotas différents. Ok. Ça, c'est un truc hyper important. On définit des quotas de dépenses par jour par utilisateur. L'histoire, c'est que pour les comptes de service, on a besoin qu'ils soient assez hauts, et pour des utilisateurs individuels, il faudrait qu'ils soient assez bas. Le fait d'avoir un seul projet, ça nous oblige à garder ces quotas par utilisateur assez hauts, ce qui est un problème. Ah ouais, c'est effectivement, c'est un gros problème. Moi, j'ai une question. Si on parle beaucoup de ROI, d'équipe data, tout le monde cherche à mesurer l'efficacité d'une équipe data. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire que tu as un ROI qui est avéré sur ton équipe? Est-ce que tu as une façon de faire? Comment est-ce que tu gères ça aujourd'hui? C'est une très bonne question. En fait, l'impact de l'équipe data, il a changé au cours du temps. En fait, quand on a recruté un data, et nos exigences ont changé au cours du temps, sur ce qu'on attendait, et nos attentes sur ce que produit la data a changé au cours du temps. Quand on est arrivé et qu'on a recruté notre premier data analyst dans l'équipe, en fait, on a été vraiment hyper satisfait que l'équipe soit en mesure de connaître ses chiffres et suivre son activité. C'était extraordinaire, quoi. Et donc, du coup, le fait qu'on puisse recruter des data analysts, que ces data analysts soient capables de mettre en évidence les chiffres de chaque équipe, ça a été extraordinaire, et on mesurait le ROI comme ça, finalement. D'accord, ok. Après, une fois que ça a grossi, en fait, on s'est rendu compte qu'on a pu créer des apps qui permettaient aux data analysts d'être autonomes pour faire des choses qui, avant, nécessitaient du développement, et ce qui a permis de faire énormément de gains de développement, en réalité. Donc, on a été capable de mesurer ça comme ça. Parfois, il y a des choses qui sont hyper faciles à mesurer. Typiquement, un algo quand on a mis en place notre moteur de calcul temps réel pour lutter contre la fraude et qu'on a divisé par 3 la fraude assez rapidement, bah ça, en termes d'euros, ça fait tout de suite beaucoup d'euros. Et donc, rien que ça permet de justifier. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, donc une fois qu'on a eu la fourniture de chiffres, qu'on a eu la capacité aux data analysts de faire des algos, on a voulu aller plus loin. On a demandé aux data analysts d'être en mesure d'identifier des points de friction, soit dans les process, soit dans les parcours utilisateurs. Et ce qu'on voulait, c'est qu'ils soient capables de les identifier, de contribuer à leur correction, soit en prenant des actions directement parce qu'il y a des app data qui permettent de le faire, soit en faisant en sorte que le produit et la tech développent les bonnes choses. Et on devait voir un impact sur le résultat. Je te donne un exemple. On avait des points de vente qui étaient en rupture de stock, qui n'avaient plus de carte Mastercard à distribuer aux nouveaux clients qui venaient. C'est un manque à gagner pour le nickel, puisqu'un client voulait souscrire, il ne pouvait pas. Le data analyst, chez nous, il était en mesure d'identifier le nombre de points de vente concernés, d'identifier donc le manque à gagner pour nickel et combien ça coûte pour nickel. Il était capable de faire un algo de machine learning prédictif pour prédire quand est-ce que les points de vente vont être en rupture de stock. Et il est capable, en faisant un appel API interne, tout seul avec une requête SQL, de lancer une commande de carte pour les points de vente qui vont bientôt être en rupture de stock. Et ça, c'est ça grâce à un projet Big Functions qui est... et donc là, on a eu ce qu'on leur demandait aux data analysts. L'impact, c'était vraiment ça, d'être capable de faire gagner, de diminuer de la friction sur les parcours, ou pas forcément nécessairement gagner de l'argent directement, parce qu'il y a des choses qui sont difficilement mesurables, mais à minima diminuer de la friction. Donc, identifier quelles sont les causes principales d'appel au service client et être en mesure de prendre des actions pour diminuer les causes qui faisaient qu'il y avait beaucoup d'appels sur ces raisons-là. Donc, et maintenant, ce qu'on demande, on a encore maturé un peu plus. On commence à avoir donc plusieurs data analysts dans les équipes. Finalement, une équipe, quand je disais, il y a 25 data analysts dans une dizaine d'équipes. En fait, quand il y a 3 data analysts, par exemple, il y a une trentaine de personnes dans l'équipe. Donc, au final, quand on regarde 30 personnes dans l'équipe et 3 data analysts, on a l'impression qu'on est comme une startup finalement. Avec une trentaine de personnes et 3 data analysts, c'est une petite équipe data. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les data analysts, dans chaque équipe, on a un lead data analyst. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se comportent vraiment comme un head of data de l'équipe locale.
Bah, ça m'amène à une question, c'est quoi le Ouais, rôle du donc comment est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on veut faire cette année? Eh ben, ce qu'on veut, c'est qu'il soit plus en réaction, ce data lead, mais qu'il se comporte vraiment comme un head of data. On veut plus qu'il soit en réaction à répondre aux demandes que son équipe lui demande, mais qu'il soit vraiment le partenaire head of data du CEO de l'équipe, c'est-à-dire le chef d'équipe, pour identifier la meilleure façon de gagner aussi, d'aider le CEO à atteindre ses objectifs. Donc, OK OK, donc toi, c'est quoi le rôle? Tu définirais quoi aujourd'hui? Comment aujourd'hui le head of data globalement? C'est quoi un bon head of data? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et bah, en fait, le rôle du head of data, il change en fonction de la taille de l'orga. Je fais pas du tout, évidemment, aujourd'hui ce que je faisais il y a 6 ans quand je suis arrivé. Et puis même, il y a une certaine coloration. Moi, je suis plutôt un profil technique. Il y a des head of data qui sont beaucoup plus des analystes, qui sont des meilleurs analystes de données que moi. Moi, je suis pas un très bon analyste de données. Je suis pas très business. Donc, je me suis occupé à créer une organisation qui est efficace pour que les équipes aient le pouvoir de faire leurs analyses et d'avoir de l'impact. Mais voilà. Donc, en gros, si je réponds, c'est quoi un head of data? Bah, quand on est trois, j'ai énormément mis les mains dans le cambouis et j'ai construit énormément de choses. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de choses qui étaient là, mais c'était assez peu industrialisé. Et mmh, j'ai industrialisé beaucoup de choses. Ensuite, j'ai mmh, recruté des équipes qui industrialisaient pour moi. mmh, J'ai mis en place l'organisation. J'ai fait en sorte de recruter des data analysts dans chaque équipe. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus en surplomb. Aujourd'hui, dans l'équipe centrale, il y a une quinzaine de personnes. Il y a des managers en dessous de moi. Et mon job, c'est plus de prendre du recul, de voir ce qui se fait ailleurs, de voir la bonne pratique et de décider de où est-ce qu'on va aller et comment est-ce qu'on va aller et d'aligner les gens pour qu'on y aille. OK, OK. Donc, On est bientôt on est quasiment à la fin là, juste on prend quelques questions. Il y a Antoine qui demande, la doc DBT est hébergée dans GCP, utilisée pour avoir un data catalogue sommaire? oui, alors effectivement, c'est une bonne question, ça. C'est assez, effectivement, vu qu'on a un seul projet DBT et que tout est dans BigQuery dans un unique projet, c'est assez facile de générer une documentation par-dessus. On a choisi chez nous de ne pas acheter de data catalogue où on éditerait la documentation dans ce data catalogue. On a choisi de générer une documentation statique, un site web statique de documentation par-dessus tous nos assets, donc par-dessus de tout ce qui est information schema dans BigQuery, plus le DBT. On était parti au démarrage sur la doc de DBT qui était générée, mais qui a plein de limites selon nous. Et on a construit notre propre solution. J'ai créé un autre produit open source là-dessus qui permet de assez facilement générer un site statique de documentation sur des données. C'est intéressant. Il y a une autre question de Mathieu, côté gestion des accès airbag dans BigQuery, vous fonctionnez comment? C'est tout est automatisé, j'imagine? Ouais, tout se fait on a différents repos en fait. On a des repos pour un repo pour DBT, un repo pour nos applications, un repo pour la définition des datasets et des permissions, un repo pour la permission au niveau de GCP. Et OK. donc, les data analysts sont capables de faire des demandes de contribution dans ce repo et qui vont être validées par l'équipe centrale et qui va permettre après de les déployer de façon automatique. OK Donc, et ça c'est oui, tout est automatique. On fait du YAML qui va être transformé dans du Terraform OK, pour générer les droits. super intéressant. OK, peut-être prendre une dernière question s'il y en a qui veulent la poser, sinon, on va s'arrêter parce qu'il est 37 là. Si je peux faire une dernière conclusion de la pub perso, donc j'ai créé un outil open source qui s'appelle Big Functions, qui est ici. L'idée derrière ça, c'était de pouvoir étendre la vision que j'ai développée chez Nickel, de donner le pouvoir à des utilisateurs SQL de pouvoir tout faire sur la data, au-delà de Nickel, mais au sein de la communauté BigQuery dans son ensemble, en fournissant des fonctions qui permettent de tout faire, en fournissant des fonctions qu'on peut appeler en SQL pour appeler des API. Donc, qui permet d'appeler des API internes, d'envoyer des données à des Kafka, d'externaliser les données dans des data stores, ou pour récupérer les données de n'importe quelle source. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce repo et puis à me pinguer pour me dire ce que vous en pensez. Super, super projet open source, n'hésitez pas. OK, bah, merci beaucoup, Paul. C'était très intéressant. Je pense que, pas mal de gens ont appris beaucoup de choses, moi compris et en tout cas, on se refait encore une série prochaine, sur d'autres thématiques et voilà donc bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.
Bye bye. Merci Ismaël, merci à tout le monde.